L'invité de NC Première. Bonjour Patrick Dion. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Et nous aussi, nous faisons notre rentrée sur NC Première. Et vous êtes notre premier invité. Vous avez le trac ce matin, comme tous les élèves. Comme tous les élèves, la rentrée est toujours un moment d'adrénaline. Même si elle est préparée de longue main, une rentrée, c'est toujours un événement fort qui rythme non seulement l'école, mais aussi la société et la vie de quantité de gens. Alors, le vice-recteur chez nous, c'est le pilier de l'éducation en Calédonie, avec le membre du gouvernement en charge de ce lourd dossier, à savoir André-Jean Léopold. Deux mots, j'ai envie de dire, d'instruction civique. Pour commencer, vous nous resituez quelles sont vos attributions à l'un et à l'autre? Oui, le membre du gouvernement, bien sûr, agit au nom du gouvernement qui définit les priorités, les orientations, qui animent et coordonnent, conformément aux accords de Nouméa. Le vice-recteur a une double nomination. Il est nommé par le gouvernement et par le président de la République. Et ce statut hybride est nécessaire parce que le transfert de l'enseignement s'est accompagné du lien avec les programmes nationaux et les examens nationaux. La rentrée 2015, c'est grosso modo 68 000 élèves, c'est plus de 5 000 enseignants, professeurs, 5 300 semble-t-il. Quelle proportion d'enseignants toujours en provenance de métropole, Patrick Dion? En forte diminution. Moins d'un tiers, grâce à l'université de Nouvelle-Calédonie, grâce à l'école supérieure de professorat qui se met en place à cette rentrée, mais qui poursuit les travaux de l'UFM, nous avons de plus en plus d'enseignants territoriaux. La proportion va atteindre cette année presque 44%. Donc c'est une évolution considérable. 172 métropolitains il y a 3 ans, 101 cette année. Donc une diminution régulière qui se poursuivra vers une calédonisation de l'enseignement. Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Patrick Dion, notre invité ce matin. On reprend nos bonnes habitudes. Vous pouvez vous aussi lui poser des questions au 258 258. Et puis aussi via Facebook désormais sur le site ncpremière.nc. N'hésitez pas à nous joindre. On a commencé par quelques mots d'instruction civique, Patrick Dion. Instruction civique que vous souhaitez développer. Dites donc, vous allez avoir du travail, ne serait-ce qu'avec ces deux écoles vandalisées avant-hier soir. Votre réaction? La vandalisation d'écoles est une attaque extrêmement grave qui touche au cœur de notre société. Et donc, brûler un livre, brûler une école, cela nous affecte profondément. C'est quelque chose qui montre une volonté de destruction véritablement gravissime. Donc, par rapport à ces attaques inadmissibles, on ne peut que montrer notre solidarité vis-à-vis des personnes qui en sont touchées et réaffirmer énergiquement les valeurs de la culture, de l'intelligence, de la sociabilité, etc. De quelle façon on va parler en classe des valeurs de notre République? Les valeurs de la République font partie intégralement du message porté par les enseignants, tous les enseignants de toutes les disciplines. L'enseignant ne fait pas que être un dispensateur de savoir et de compétences, il est aussi un éducateur. Et cette dimension d'éducation prend toute sa force et toute sa légitimité aujourd'hui où nous voyons que les valeurs de raison, les valeurs de justice, les valeurs de démocratie, de liberté d'expression, de liberté de conscience sont partout attaquées. Vous avez demandé à ce qu'on parle des attentats de Paris, des attentats de Copenhague, d'hier même. C'est loin tout de même l'Europe, non? L'Europe, c'est loin, mais les attentats ont un retentissement mondial. Il ne faut pas s'imaginer que cet éloignement géographique et le décalage des calendriers scolaires ferait que les élèves n'auraient pas de questions. Les élèves sont puissamment interpellés par ce qui se passe. Et il est normal que les enseignants prennent le temps de leur apporter des réponses, de mettre des mots sur des réalités qui peuvent rester difficiles à assimiler pour eux. La Calédonie est tout de même différente de la métropole. On n'a pas vraiment les mêmes façons de gérer ces problèmes, par exemple, de laïcité. La Calédonie est loin, mais la Calédonie connaît aussi la gestion de la diversité et a besoin d'élaborer un destin commun, un vivre ensemble.
Donc la problématique, somme toute, mutatis mutandis, est quelque part la même. On dit souvent que la Calédonie est un laboratoire de citoyenneté. Je pense qu'elle peut, sur ce plan-là, être exemplaire. Et concrètement, les enseignants ce matin, par exemple, pourront parler de ce qui s'est passé ? Absolument, si les enseignants se sentent à même de le faire, et nous avons tout fait à travers nos réunions de l'encadrement pour leur donner quelques outils, ils peuvent répondre et ils doivent ne pas laisser des questions dans l'esprit d'élèves, des questions qui pourraient se poser sur ce qu'est la laïcité, ce qu'est une confession, ce qu'est la diversité et comment la laïcité permet de transcender la diversité précisément parce qu'elle veut permettre la liberté de conscience et la liberté de confession. Même si, ici, chez nous, par exemple, on ne gère pas l'enseignement privé de la même façon qu'en métropole. L'enseignement privé occupe 30% des effectifs. C'est un enseignement confessionnel. Il apporte une contribution de service public. Mais l'enseignement privé a aussi des valeurs de tolérance, de respect de la personne humaine, etc. Vous le savez, il ne faut pas opposer de manière simpliste enseignement privé et enseignement public. Parmi les fléaux de notre système scolaire à la française, j'ai envie de dire, l'absentéisme et le décrochage scolaire. C'est pas d'abord les parents, là, qu'il faut éduquer ? Oui, bien sûr. C'est un gisement énorme de progrès pour notre enseignement en Calédonie. Mobiliser les parents, sensibiliser les parents à la place de l'école, à leur rôle de soutien des enfants, dans le régime de vie qu'ils donnent à leurs enfants, dans l'exemplarité. Donc il y a là un gisement de progrès considérable. On fait comment ? On les prend par la main pour les obliger à venir aux réunions en classe, tous ces parents-là qui se déplacent jamais ? Tout à fait, tout à fait. On connaît des établissements où les parents, petit à petit, ont été guidés pour venir occuper leur responsabilité au sein des conseils de classe, au sein de la vie des établissements. Ça, c'est absolument fondamental. Mais aussi, il faut dire que le décrochage a aussi sa source dans l'intérêt pour l'enseignement, dans les difficultés que rencontrent certains élèves. Et donc, conformément aux orientations prévues par le gouvernement qui a fait de la lutte contre le décrochage et l'absentéisme une de ses priorités, nous allons mettre en place cette année une série de mesures qui vont permettre de non seulement alerter dès le départ sur les situations de décrochage, mais aussi imaginer des remédiations pour réaffilier les jeunes qui seraient tentés d'abandonner leur cursus, pour les réaffilier dans un parcours de formation. Exemple de ces mesures, Patrick Dion. Par exemple, au lycée Garnier, nous avons un dispositif que nous appelons ITAC, qui mène une action individuelle pour les jeunes qui ont décroché et on leur retrouve un parcours de formation. Il y a aussi dans quantité d'établissements des expérimentations avec des jeunes qui vont chercher les jeunes, les retrouver et les ramener, faire le point avec eux, voir ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Avec la médiation donc de leurs grands frères, on va dire. Voilà. Il y a des emplois qui ont été dédiés spécialement pour la lutte contre le décrochage. Vous allez de la même façon réfléchir à ces actes dont on parlait en début de journal, ces 5 classes de Louis Vergès de Tindu vandalisées, cette classe d'informatique d'Edmond Desbrosses, là c'est à Caméré, rendue inutilisable jusqu'aux prochaines vacances. Il y a quoi là derrière d'après vous ? Volonté de nuire, pourquoi la classe ? Oui. C'est un symbole ? La classe est un symbole, et parce qu'elle représente précisément l'exigence de la formation, l'effort du travail, la culture, c'est pour ces raisons-là qu'elle est spécialement visée. Les actes de vandalisme ne surviennent jamais au hasard. Il faut donc agir sur plusieurs facteurs. Et c'est un travail global, social, que nous menons avec les collectivités, notamment dans le cadre de la prévention de la délinquance. Il faut agir sur plusieurs manettes. D'abord, rendre le passage à l'acte plus difficile. C'est la première des choses à faire. C'est-à-dire mettre des grillages, des caméras, des barbelés autour de nos écoles ? Je ne dis pas des barbelés, mais je pense qu'il faut rendre le passage à l'acte plus difficile. Il faut pouvoir freiner. Très souvent, il s'agit d'impulsion de destruction. Et l'impulsion de destruction, lorsqu'elle ne peut pas se concrétiser
gagne du temps et puis est différé et parfois n'a pas lieu. Donc ça, c'est la première chose. Nous passons d'un régime de vie très libéral à un régime où il faut prendre un certain nombre de précautions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut mener un enseignement global d'attention de toute la collectivité sur ces questions-là. Il faut qu'il y ait une prise en compte que l'école, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, et que donc s'attaquer à l'école, c'est se tirer une balle dans le pied. Les parents en métropole sont très inquiets en ce moment d'un phénomène récurrent, le harcèlement scolaire. On n'en entend pas parler ici. Il n'y en a pas du harcèlement dans nos écoles en Calédonie ? Oui, il y en a. Oui, nous avons été saisis d'un certain nombre de faits. Et je dirais même que le harcèlement prend un visage nouveau du fait des réseaux sociaux et du fait d'Internet. Et donc, cette année, nous menons une action avec le médecin de santé scolaire, puisque pour la première fois à la Nouvelle-Calédonie, un médecin conseille du recteur pour mener des plans d'action en faveur de la santé des élèves. Nous menons une action contre le harcèlement, puisque Internet décuple les possibilités de harcèlement et Internet expose les jeunes à des dangers. C'est ce que nous appelons Internet responsable. Et donc nous allons mener tout un travail d'éducation vers les jeunes pour les alerter sur les risques qu'ils encourent. En métropole, 4 jeunes sur 10 ont subi des agressions justement en ligne sur les réseaux sociaux. Vous avez des chiffres ici pour le Calédonie ? Nous n'avons pas de chiffres. Nous avons eu un certain nombre d'informations sur des faits graves et qui ont appelé des réactions énergiques localement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aucune partie de la Nouvelle-Calédonie n'est épargnée. C'est un phénomène général et précisément, c'est là que l'éducation morale et civique, l'éducation au respect de la personne, au danger de l'Internet, a toute sa légitimité. Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Patrick Dion, notre invité ce matin. Si vous voulez vous joindre à nous, 2 possibilités désormais, le 258 bien sûr, et puis notre page Facebook sur le site ncpremière.nc. On continue de parler de l'organisation de notre école, Patrick Dion. Tiens d'abord, on en est où des tenues communes, des uniformes? Vous êtes pour leur généralisation ou alors on va en rester là La tenue commune, l'harmonisation, le dressing code dans certains établissements suppose un consensus au niveau de l'établissement. Et donc, c'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Là où l'ensemble de la communauté est d'accord, on ne peut qu'être favorable. Mais là où c'est une affaire qui divise, je pense qu'il faut laisser mûrir les choses et y aller modérément. Et vous seriez pour que ces affaires divisent de moins en moins, qu'il y ait de plus en plus d'écoles, de collèges, voire de lycées ? Ce que je peux dire, c'est que tous les établissements où cela a été mis en place s'en trouvent bien, et que les parents sont satisfaits et que les élèves également. Donc, si vous voulez, c'est une mesure qui est un peu anglo-saxonne, mais qui finalement porte ses fruits en Nouvelle-Calédonie. Ce matin avec nous, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Patrick Dion, avec un appel au 258. Bonjour, Kevin. Bonjour. Bonjour, monsieur le vice-recteur. Bonjour. Bonjour. Je suis parent d'élève, d'un élève interne au lycée Jules Garnier. Je voulais savoir... que s'en est-il des travaux au lycée Jules Garnier? Parce que la rentrée des internes a eu lieu hier soir et on est arrivé au lycée lycée Jules Garnier. Oui. Au lycée Jules Garnier. Et on est arrivé hier soir pour la rentrée de mon fils. Et savait-il que les travaux à l'internat ne sont pas terminés par rapport au carrelage, à la peinture. Et puis, je voulais savoir avec vous, que s'en est-il des travaux? Et il y avait aussi, un niveau, un dortoir qui manquait un surveillant. Un dortoir. Merci Kevin. Les internes ne sont pas les oubliés un petit peu de cette vaste organisation de notre école. Travaux peut-être pas complètement terminés, manque de surveillance. Qu'en est-il, Patrick Dion ? Le lycée Garnier bénéficie d'un budget considérable pour sa rénovation. C'est presque 2 milliards
qui sont affectés au lycée Garnier, c'est une rénovation de fond en comble. On sait que le lycée Garnier avait besoin d'énormes travaux, désamiantage, remise à niveau, réseau informatique, couverture, etc. Tout cela est mené avec beaucoup d'énergie. Il peut arriver ici ou là que tel ou tel point ne soit pas terminé. Il est toujours difficile de faire cohabiter des travaux avec le fonctionnement des lycées, même si nous utilisons les vacances au maximum pour ne pas gêner le fonctionnement du lycée. Quant au poste d'internat, cela fait 3 années qu'un moyen supplémentaire est affecté après la rentrée, mais au vu des effectifs. Donc, monsieur le proviseur du lycée Garnier m'a alerté sur cette situation et nous avons dit que, comme chaque année, nous réglerions cela juste après la rentrée. Une auditrice qui nous a quittés. Je voulais vous parler, Patrick Dion, aussi des notes. Il y a eu un vaste débat en métropole à ce sujet. Des éducateurs, des spécialistes se sont quasiment accordés pour dire qu'effectivement, ça serait pas mal de les supprimer. Finalement, on n'en fera rien en métropole et chez nous. Oui. Alors chez nous, il y a plusieurs expérimentations de suppression des notes. Il faut savoir que ce qui est fondamental, c'est que les élèves aient un retour sur la qualité de leur travail. Ça, l'évaluation fait partie intégrante de l'acte d'enseignement. Et la suppression de la note ne supprime pas le retour, le regard de l'enseignant sur l'investissement et le niveau de performance de l'élève. Alors, bien sûr, quelques établissements expérimentent la suppression de la note, mais elle est un moyen de communication facile, commode, un repère simple qui fonctionne depuis plusieurs siècles. Pour l'instant, on touche pas trop. On touche ici ou là où on a un dispositif qui permet de le remplacer et de compenser les difficultés, c'est-à-dire le caractère humiliant et simplificateur de la note. Fériel est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais savoir pourquoi les établissements scolaires sont victimes de la délinquance. Pourquoi les établissements scolaires sont victimes comme ça de délinquance? J'imagine que on vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas justement peut-être dans la tête de certains de ces élèves, de ces jeunes Calédoniens? Les établissements scolaires sont victimes de délinquance parce qu'ils représentent précisément la trajectoire de formation des jeunes. Ils peuvent représenter peut-être quelque chose de parfaitement mal vécu, de quelque chose de négatif aux yeux de ces jeunes. Oui. Il peut y avoir un contentieux, un règlement de compte en quelque sorte, mais rien n'excuse le fait de s'en prendre au bien commun, au bien collectif. Et donc, s'il vous plaît, ne sombrons pas dans des explications qui excuseraient un acte profondément inadmissible. Si je vous demandais en 2 mots, Patrick Dion, quels sont les plus et les moins de l'école ici, enfin de l'éducation ici en Calédonie? Ce que nous voulons développer, c'est ce que nous appelons une école bienveillante, c'est-à-dire une école qui, à la fois, favorise la réussite des meilleurs, leur permet d'aller le plus loin possible, et en même temps ne laisse personne au bord du chemin. Et donc, c'est ce que nous tentons de faire. Alors, je vous parlais aussi des moins, Patrick. Oui, alors, les moins, par exemple, ce sont les difficultés en lecture et en matière de numération. Et ça, vous le savez, c'est un des chantiers que nous avons ouverts. À aucun moment de la scolarité, un élève ne doit être dispensé de se remettre à niveau. Nous sommes dans une perspective de raccrochage. C'est-à-dire qu'il y a le décrochage, mais notre devoir est de raccrocher les élèves à tout moment de la scolarité. Et donc, les moins de l'école, c'est cela. C'est des réussites d'un côté, mais aussi des abandons et des décrochages. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attaquons. Pour parler simple, il y aura moins de redoublement, on va mieux accompagner les élèves pour leur éviter le surplace, voire les régressions. Le redoublement a déjà beaucoup diminué en Nouvelle-Calédonie. Nous arrivons à des scolarités qui sont très proches de la fluidité que nous observons. Le redoublement a fait l'objet de critiques sévères dans la mesure où il a été démontré qu'il n'est pas profitable dans toutes les situations. Il n'est profitable que s'il y a un plan personnalisé de remise à niveau. Donc, diminution du redoublement, mais aussi apport de moyens nouveaux, de dispositifs qui permettent aux élèves de progresser en fonction de leurs difficultés personnelles. Et donc ça, c'est ce que nous appelons les projets personnalisés, et c'est ce que nous appelons aussi la pédagogie différenciée.
Et quel est votre plus beau souvenir de rentrée à vous, Patrick Dion, quand vous étiez gamin ? Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était maire de sa commune et qui m'a conduit dans le cours préparatoire où j'avais une trousse toute neuve. Patrick Dion, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez réécouter cette interview désormais sur notre site ncpremière.nc et vous pouvez également, je vous le disais, poser vos questions sur notre page Facebook. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Patrick Dion. Et bonne rentrée. Et bonne rentrée à vous tous sur votre radio préférée. On retrouve Thierry Belmont et Bruno Rouvière. C'est le bon côté de notre rentrée à nous sur NC Première.